la bienvenue et j'espère que vous êtes bien installés pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble à échanger sur les enjeux d'accessibilité alimentaire au prisme des différents témoignages qui sont prévus. Donc, je suis Raphaël Vital-Durand, je suis chargée de mission au sein de l'association Terre en Ville et plus particulièrement pour le réseau national des projets alimentaires territoriaux. Et je suis ravie d'être animatrice de ce webinaire. Donc, l'ensemble des webinaires thématiques proposés aujourd'hui et demain proviennent des ateliers initialement prévus pour le deuxième carrefour des PAT, qui est intitulé « Déjà 10 ans, droit d'inventaire, droit d'inventer les PAT vers des systèmes alimentaires durables », qui devait avoir lieu à Tours en juillet, mais qui malheureusement a été annulé en raison de la réserve électorale. En guise d'introduction, je souhaitais rappeler qu'il n'y a pas une seule forme d'accès à l'alimentation, mais c'est bien un ensemble de freins et de leviers qui est entendu. Il y a notamment le labo de l'ESS qui identifie 4 dimensions d'accessibilité, qui sont l'accessibilité économique, pratique, l'accessibilité sociale et culturelle et l'accessibilité citoyenne. Cette dernière inclut l'accès aussi, cette dernière, donc l'accessibilité citoyenne, inclut notamment l'accès aux connaissances sur les systèmes alimentaires et la participation aux initiatives locales. L'IDRI introduit également la dimension d'environnement alimentaire, qui comprend à la fois l'environnement physique, appelé aussi paysage alimentaire, qui désigne l'ensemble des commerces et des lieux d'achat alimentaires disponibles sur un territoire. L'environnement socio-culturel qui est influencé par les normes et les représentations collectives. L'environnement économique qui est plus lié aux prix et ressources financières. Et l'environnement cognitif qui fait mention au citoyen consommateur qui est doté d'informations, de connaissances, de compétences lui permettant de faire les bons choix. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs qui peuvent entraver l'accès à une alimentation saine et durable et qui doit et donc cette alimentation saine et durable qui est définie comme devant être équilibrée, savoureuse, respectueuse de l'environnement, équitable, accessible et porteuse de liens sociaux. Bonjour à tous et toutes. On va pouvoir commencer avec Solinium. Et donc, je suis Alice de Rhône, directrice du développement au sein de l'association Solinium. Et je suis accompagnée de ma collègue Ariane Hocher qui va pouvoir faire part de son expérience à La Réunion. Donc, pour l'association Solinium, on part d'un constat assez clair qu'on a beaucoup de difficultés d'accès à certaines informations, notamment sur l'accès aux droits. Dans l'action sociale et l'accès à l'alimentation aussi de manière plus directe, on a bien souvent des informations qui peuvent être obsolètes lorsqu'on est en recherche d'un panier alimentaire ou d'avoir accès finalement à un équipement de cuisine pour mettre en place des recettes, etc. On est sur également un domaine de la solidarité qui fait face à des horaires très changeants, des structures qui vont bien souvent être basées aussi sur du bénévolat et donc à des rythmes d'ouverture, de fermeture ou de maraude qui peuvent beaucoup évoluer. Avec des conditions d'accueil qui sont variées. Donc, si je suis une personne sans papier, une femme en famille monoparentale, etc., les conditions d'accueil ne vont pas être les mêmes, avec des profils très différents au sein des publics qui vont faire appel à un accès à une alimentation de manière générale dans leur vie. Et puis, quand on parle de la France métropolitaine et des Outre-mer, on est aussi sur un territoire qui va être très hétéroclite, des fonctionnements qui ne vont pas être les mêmes dans le Nord, en Île-de-France, comme dans l'Hérault, par exemple. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est donc des projets qui permettent d'utiliser le numérique pour justement lutter contre la précarité, notamment la précarité alimentaire, puisque c'est le sujet aujourd'hui de notre présentation. On a donc pour ça développé le SoliGuide, qui est un guide qui permet d'orienter les personnes vers
les services dont ils vont avoir besoin, et Solidata, qui est plutôt un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs de la solidarité ou travaillant sur le champ de la justice sociale ou de l'accès à l'alimentation. Pour le SoliGuide, on a évidemment un enjeu qui est phare pour nous, c'est de rendre toute cette information dont je vous parlais au tout début accessible de manière le plus efficace possible. Donc, on a créé une plateforme qui référence tous les lieux de la solidarité et les services pour les personnes en situation de précarité et le grand public, les accompagnants et les aidants professionnels et bénévoles de la solidarité. C'est une plateforme web, on est aussi disponible via chat, SMS, WhatsApp, on a une appli mobile, on a des versions aussi en guide papier et on partage toutes ces données entre plateformes avec des interconnexions et partage de données. Donc, c'est assez simple pour faire vite et bien. C'est comme Google. On arrive dessus, on a une page, on fait une recherche. Je recherche de quoi manger, je recherche de quoi me soigner. Et on a un système de localisation qui permet de retrouver tous les services à proximité. Donc, on a plus de 50 catégories qui sont disponibles aujourd'hui. On va vous faire spécifiquement un focus sur l'accès à l'alimentation, évidemment, mais on va sur tous les champs de la solidarité jusqu'à l'insertion socio-professionnelle des personnes. Donc, en quelques chiffres, on a plus de 100 000 services qui sont référencés aujourd'hui. On est sur 36 départements et on a plus de 3 600 000 recherches qui ont été faites en 2023. On est également sur une couverture nationale en ce qui concerne l'accès à l'alimentation, puisque vous le voyez ici, en fait, on a des déploiements par département et également une couverture pour certains accès à la donnée. Donc, si vous reconnaissez votre territoire sur cette jolie carte de France, eh bien, sachez que nous sommes présents un peu partout. Ce qui est hyper important pour nous, c'est notre engagement à avoir une information qui soit de qualité. Donc, on met à jour les données 2 fois par an. Au-delà de 6 mois, on estime que l'information est déjà obsolète pour les publics et les professionnels de la solidarité. Donc, on le fait en été et en hiver. Et du coup, on a une équipe sur place dans chaque département, une personne qui est en charge d'animer le réseau, accompagner les acteurs à se mettre à jour. Et on a ces systèmes aussi avec des formulaires, des renvois de mails, appels, etc. Donc, on avait une mesure d'impact en fin 2022 et on a vraiment pu percevoir que les personnes réalisent davantage d'orientation de manière efficace. Ça facilite aussi grandement la compréhension du territoire, qui sont les acteurs les plus proches, que font-ils, comment on y a accès, etc. Et que du coup, les solutions sont beaucoup plus pertinentes pour les publics et les besoins des publics. On voit quand même que les personnes qui passent par SoliGuide se retrouvent moins souvent face à une porte fermée lorsqu'elles ont besoin d'une aide en particulier. Depuis début 2023, on s'est engagé spécifiquement sur un projet de lutte contre la précarité alimentaire, avec justement un enjeu pour nous de pouvoir accompagner les pouvoirs publics, les acteurs de la solidarité et puis les publics directement sur des solutions à trouver face à une forte hausse de la précarité alimentaire. On connaît, il y a eu le Covid, la crise en Ukraine, une forte inflation qui a impacté beaucoup de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et autres. Et on avait des difficultés à avoir des données objectives sur la question de l'alimentation et de la couverture des territoires. Et également, l'alimentation, c'est vraiment une partie qui représente la majorité des recherches qui sont faites sur SoliGuide. Donc, on perçoit que c'est un vrai besoin social également de pouvoir mieux outiller et accompagner sur ce sujet. On va pouvoir faire un focus sur la partie outre-mer et spécifiquement pour la Réunion. Donc, Ariane, je te laisse faire part de ton expérience.
Merci Alice et bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Alice, moi je suis chargée du déploiement du SoliGuide à La Réunion. Donc, La Réunion étant le premier et pour l'instant le seul territoire d'outre-mer qui est couvert par le SoliGuide. Juste très rapidement, quelques éléments de contexte pour vous rappeler comment et quand on est arrivé sur le territoire. Le déploiement a débuté en mars et plus précisément même en avril, puisque je suis arrivée à mon poste mi-mars et puis on a lancé via le COPIL, le premier COPIL, le référencement. Avant ça, il y avait eu des échanges avec différents acteurs du territoire pour évaluer un petit peu le besoin, évaluer aussi la pertinence de déployer l'outil sur le territoire, puisque l'idée, c'était pas d'arriver s'il y avait pas de besoin. Le besoin a été constaté, il a été partagé par les différents acteurs et l'année dernière, fin 2023, un appel à projet a été lancé par la DETS dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de l'époque et un financement a été obtenu pour lancer l'action. Aujourd'hui, du coup, donc on a commencé le référencement il y a environ 6 mois. On a 170 structures qui sont référencées sur SoliGuide. On a 111 comptes professionnels qui ont été créés et activés par les professionnels du territoire qui leur permettent d'accéder à des informations privilégiées et de prendre en main leur compte aussi. Et donc sur ces 170 structures, ça représente 482 services qui sont en ligne sur le SoliGuide au niveau local. Dans le cadre du déploiement, la méthodologie classique de déploiement a été mise en œuvre ici, mais on était vraiment à l'écoute des besoins et des spécificités du territoire pour à la fois adapter nos méthodos et aussi adapter, quand c'était possible, l'outil. Vous voyez, par exemple, là, je vous ai mis des captures d'écran. Depuis on est déployé à La Réunion, on a ajouté comme langue parlée dans les structures le shimaoré, le créole réunionnais, bien entendu, et le malgache pour être au plus près des besoins du territoire, puisqu'on a des publics qui parlent ces langues. Et donc, ça peut être hyper facilitant pour les orientations. On a aussi, et c'est important de le souligner, des limites parce que modifier un outil comme le SoliGuide, ça représente un gros travail en termes techniques. Donc, il y a des choses qui n'ont pas encore pu être faites. Là, ce que je vous ai mis comme exemple, c'est l'accès en transport. Pour l'instant, à La Réunion, on n'a pas l'accès en transport qui est généré automatiquement. En fait, dans l'Hexagone, quand on rentre une adresse, on a indiqué l'arrêt de bus Jules Ferry à 200 mètres, desservi par le bus numéro 13. Je dis n'importe quoi, hein. Pour l'instant, c'est pas opérant à La Réunion parce que le partenaire qui permet de faire ça dans l'Hexagone ne couvre pas le territoire, alors qu'on sait qu'à La Réunion, comme ailleurs, hein, mais particulièrement à La Réunion, la question de la mobilité est hyper centrale. Le fait de savoir où se trouve une structure, c'est super. Le fait de savoir comment y aller, c'est vraiment encore mieux. Donc, c'est un gros chantier sur lequel voilà, on travaille, enfin, et surtout les équipes techniques, parce que moi, j'ai pas trop de pouvoir là-dessus parce que j'y comprends pas grand-chose, mais les équipes techniques, ils travaillent. Et un autre point plus spécifique, alors il y a d'autres petites choses, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert parce que j'ai pas le temps, mais il y a d'autres petites choses. Et là, j'ai voulu vous montrer un exemple très spécifique sur l'alimentation, justement, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez ici que je vous ai fait une capture d'écran de la liste des produits disponibles, enfin des produits qu'on peut indiquer comme disponibles dans le cadre des colis alimentaires et ou des épiceries sociales et solidaires. Vous voyez ici qu'il y a un absent, et pour celles et ceux qui sont sur les territoires ultramarins, peut-être que ça va vous sauter aux yeux, c'est l'eau en bouteille. Moi, quand je suis arrivée à mon poste, je me suis dit: «Mince, ce serait important de pouvoir préciser qu'on a de l'eau en bouteille, sur certaines structures et pas sur d'autres». Parce que, à La Réunion, c'est un véritable enjeu. C'est pas le territoire ultramarin où c'est l'enjeu, enfin, où c'est le plus fort comme enjeu, mais c'en est un, notamment pendant les périodes cycloniques et cetera. Donc ça, c'est des constats qu'on fait, qui nous permettent de travailler en co-construction avec les acteurs et d'améliorer l'outil. Là, je vous ai mis sur la deuxième slide un petit focus sur l'alimentation. Alors, euh, juste pour rappel, ça fait 6 mois qu'on est déployé et on n'a pas fait de focus encore spécifique sur l'alimentation, bien que ça fasse évidemment l'objet du référencement. Donc, ce que vous voyez là, c'est des chiffres parcellaires qu'il faut prendre, voilà, en ayant en tête qu'on est déployé depuis 6 mois. Mais vous voyez quand même que à ce jour, l'alimentation, c'est déjà la catégorie qui regroupe le plus de services. Donc là, c'est les chiffres des services en ligne et des services en brouillon confondus.
Donc, vous avez aussi sur les yeux la carte de sous les yeux la carte de la répartition sur le territoire. Donc, ça permet déjà, en un coup d'œil, d'avoir un peu une idée de comment les services d'accès à l'alimentation sont répartis. Il faut, encore une fois, garder en tête que le référencement est en cours, hein, mais ça donne déjà une petite idée. Et autre donnée importante, si ce n'est la plus importante à mes yeux, la répartition des recherches. Là, je vous ai fait une capture d'écran sur le mois de septembre, le mois dernier. Vous voyez qu'on a 4 services de la catégorie alimentation qui arrivent en tête. Donc, on a les services de distribution de repas et de colis alimentaires en première et deuxième position, et épicerie sociale et solidaire et distribution de bons et de chèques alimentaires en 6e et 7e position. Donc, clairement, on se rend compte que via ce déploiement à La Réunion, même s'il est récent, ça semble confirmer en tout cas l'importance du Soliguide pour voilà, l'utiliser comme un outil pour favoriser l'accès à l'alimentation sur les territoires et une meilleure coordination aussi des actions dans ce cadre-là. Voilà pour le déploiement à La Réunion. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a également, donc, au niveau France métropolitaine et Outre-mer, fait un focus sur la cartographie des services d'accès à l'alimentation, comme je le disais. On a également travaillé avec les acteurs à co-construire les améliorations techniques de l'outil et diffuser la plateforme. Ce qui va nous intéresser le plus pour la suite de cette présentation, c'est les tableaux de bord. Donc, juste pour vous mentionner de manière macro sur la démarche d'accès à l'alimentation qu'on a mise en place, on a eu des comités de pilotage, comités régionaux, des comités scientifiques et des entretiens et ateliers. Donc, vous avez ici un petit florilège des acteurs avec qui on a travaillé sur tous ces sujets-là, et notamment, on a Lilou autour de la table aussi qui fait partie du COPIL, parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'ANSA sur ces enjeux d'accès à l'alimentation, notamment en commençant par les Bouches-du-Rhône. Donc, ça nous a permis de pouvoir améliorer la cartographie. Donc là, vous avez toute la France métropolitaine ici, avec 11 927 lieux qui sont disponibles. Et 33 PAT aujourd'hui qui ont une organisation sur Soliguide, c'est-à-dire des accès spécifiques pour justement avoir accès à tout ce dont je vais vous parler juste après. Je vais aller plus vite parce que je crois qu'on a pris un petit peu de retard, mais si vous avez des questions, on aura du coup plus de temps pour les questions après. On a mis en place un tableau de bord pour visualiser la solidarité territoriale. Et donc, notre enjeu à nous, c'est de vous outiller le mieux possible pour avoir des analyses qui soient automatiques et interactives. Donc, les données sont mises à jour toutes les nuits, c'est-à-dire que vous avez en temps réel les informations sur votre territoire pour soit adapter vos activités, mettre en place aussi avec les acteurs une coordination qui soit adaptée. Comme on fait également des mises à jour biannuelles en été et en hiver, on a toute une analyse qui est faite sur la question des fermetures estivales et hivernales. L'idée de pouvoir anticiper aussi les enjeux qu'on va pouvoir rencontrer en été et en hiver concernant l'accès à la solidarité et à l'alimentation sur un territoire. On a donc là, je crois que vous avez déjà vu tout ce qu'il y a, mais donc voilà une map de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en France et à La Réunion. Et on va avoir une répartition des types d'accueil, des types de services qui sont disponibles sur un territoire, le nombre de lieux. Donc, par exemple, si c'est des accès inconditionnels, ou si c'est adapté, ou si c'est en accès libre, gratuit, ou alors est-ce qu'il y a une participation financière à prévoir, etc. On peut faire un focus avec des filtres. Donc, on utilise le tableau de bord vraiment comme on le souhaite. Ça peut être en zone PAT. Donc, vous voyez ici qu'on a des zones PAT spécifiquement avec un filtre zone PAT qui permet de visualiser que son territoire. On a ça aussi pour les EPCI, par commune, département et région. Et on peut travailler du coup sur des filtres par zone rurale ou urbaine en cas de besoin pour visualiser les choses. Je fais un focus aussi sur l'accès à l'alimentation et ce qu'on a mis en place pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Ça a été un gros sujet pour nous. On a été mobilisés donc, par tout un tas d'acteurs en Île-de-France, la mairie de Paris et puis également en lien
avec des PAT pour comprendre en fait l'impact des Jeux Olympiques sur l'accès à la solidarité et l'accès à l'alimentation. Et donc, on a développé en une semaine un tableau de bord qui permettait aux acteurs de se coordonner pour savoir quelles structures faisaient partie des zones des jeux, des fan zones, etc., pour savoir quels allaient être les impacts sur les publics qui étaient concernés par ces aides et s'il allait y avoir des déménagements à prévoir, etc. Et donc, sur aussi une coordination interdépartementale au sein de cette région-là. Donc, on a mis en place une map avec les périmètres, les personnes, les acteurs et services qui étaient impactés. Et on a pu accompagner, du coup, finalement, tous les acteurs en disant, bah, voilà, on a repéré 16 lieux potentiellement impactés sur cette zone, 23 services, ça peut concerner X public pour vous. Avec, on voit là, les colis alimentaires, restauration assise et distribution de repas. Ce qui met en exergue aussi le besoin de coordination en fonction des mouvements sociaux ou des mouvements qu'on peut rencontrer sur son territoire. Et donc, ce qu'on met en place aujourd'hui avec les PAT, alors on a beaucoup de liens avec les PAT de manière générale. Comme je disais, il y en a 33 aujourd'hui qui ont leur compte sur Soliguide et pour avoir accès à Solidata également. Mais l'idée, c'est de bien pouvoir s'articuler avec les politiques publiques, de pouvoir jouer aussi avec les échelles des territoires, de bien identifier et de se connecter avec la multiplicité des acteurs qu'on peut avoir sur le territoire. Et aussi, comme on met en exergue finalement les zones qui vont être plus ou moins en tension sur certaines zones PAT, on peut du coup repérer et remarquer les enjeux de justice sociale qu'il peut y avoir sur un territoire. Également, c'est des données qu'on peut utiliser dans d'autres cadres. Si vous avez des démarches d'évaluation à mettre en place, etc., vous pouvez tout à fait utiliser les données que nous, on récolte. C'est totalement gratuit, on les partage en fonction de vos enjeux à vous, si vous avez des besoins de cartographie, etc., ou alors d'avoir des indicateurs sur les besoins sociaux d'un territoire. C'est quelque chose qu'on partage. Et évidemment, favoriser l'entraide sur vos territoires et la connaissance et l'interconnaissance. Donc, tout est gratuit. C'est voilà, quelque chose qu'on met à disposition. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions et puis à nous rejoindre aussi en cas de besoin. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. On a pris un peu de retard, donc très rapidement, il y avait deux questions. La première, c'est comment le déploiement se fait et pourquoi ABS en Grand Est. Et puis la deuxième, c'est êtes-vous en lien avec l'association Alisol qui réalise ce travail notamment en région Grand Est. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'Alice, tu peux peut-être répondre rapidement? Oui, alors Alisol, c'est l'application d'AD2S et donc AD2S fait partie de notre comité de pilotage, notamment parce qu'en fait, on va plutôt travailler avec eux sur la récolte des données et puis assurer que les données elles soient bien les mêmes partout parce qu'il y a plein d'outils déjà existants. Donc l'intérêt, c'est que comme on est justement complémentaire, Alisol dans le Grand Est va proposer une application spécifique sur l'alimentation, là où nous, on va être beaucoup plus généraliste. Eh bien, on travaille avec Alisol justement sur cette récolte des données. Donc, les données que vous voyez sur Alisol, c'est aussi les données de Soliguide. Ça permet d'utiliser l'outil qu'on veut finalement en fonction de nos besoins et AD2S en fait partie de ce travail de co-construction-là justement. Alors, comment le déploiement se fait? Donc, sur le déploiement, on a un système qui fonctionne par département. Donc, on travaille avec les conseils départementaux, des DETS et avec les régions aussi de plus en plus, donc DRETS, ARS et conseils régionaux, pour s'installer, finalement, installer et déployer nos outils dans un département et sur une zone. On ne va pas travailler de la même manière dans le Cantal qu'à Paris. Les enjeux ne sont pas les mêmes et encore moins à La Réunion.
On a des enjeux dans le Cantal, par exemple, beaucoup plus sur la question de la mobilité, là où sur Paris, on est beaucoup plus sur de l'urgence sociale et avec des publics sans abri. Et donc, on va travailler avec les acteurs en comité de pilotage et comité opérationnel sur la priorisation des déploiements et la vraie réponse aux enjeux qu'on va rencontrer sur un territoire. Et il y a une personne qui est en charge d'animer tout ce réseau, mettre en place du coup le lien avec les partenaires, la co-construction et puis la mise à jour des données et la bonne information qui est disponible sur Soliguide et Solidata. Pourquoi ABS en grande S? Alors ABS, je la comprends comme analyse des besoins sociaux par les CCAS, mais je ne sais pas si c'est ce qui est entendu derrière. Donc je vais bien un détail là-dessus. Je dirais absence, non? Ah oui, absence. Pourquoi il n'y a pas de... Peut-être pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Ah oui, eh ben justement, ça rebondit très bien avec l'application Alisol, du coup, c'est que comme il y a Alisol, là, on est en train tout juste de mettre les données d'Alisol. Donc, ils ont tout récolté côté Alisol et AD2S. Et donc là, on va le faire, ça va apparaître très bientôt sur Solidata. Sur ces 2 prochains mois, là, on est en train d'interconnecter les données. Pour créer un compte, c'est assez simple du coup pour la démarche. Alice, j'ai mis le lien là pour créer un compte. Je propose juste de prendre rapidement la question de Marie-Hélène Colina et après de laisser la parole à Claudine si les problèmes techniques ont été réglés. Bonjour, merci. Je suis arrivée un petit peu en retard. Et est-ce que vous pouvez juste me resituer, si Solinum, quel est votre statut? Vous êtes une association? Vous arrivez d'où? Oui. Oui, on est une association à but non lucratif. Donc, on travaille principalement sur des cofinancements, en fait, subventions avec l'État, les conseils départementaux et collectivités. Donc, c'est pour ça que je parle de gratuité aussi de comptes, etc. C'est que vraiment, c'est d'intérêt général pour nous que de vous outiller et de vous accompagner au mieux dans vos activités. Sur de la production de données sociales, si j'ai bien compris, d'ordre très global. Dans un premier temps, c'est vraiment l'orientation des publics, donc d'informer les publics qui ont besoin d'aller dans un lieu. Et ensuite, évidemment, ces données servent également à l'aide à la décision, la coordination des acteurs et puis la compréhension du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on va plus loin aussi avec un outil comme Solidata. D'accord, merci. Merci à toutes les deux. Donc, je suis Claudine Nourry, je suis responsable du service économie communication pour la ville de Trois-Bassins et je pilote depuis 2021 le projet alimentaire territorial et un dispositif baptisé Case Rurale que je vais vous présenter rapidement. Ma présentation s'articulera en 3 axes, une présentation rapide du projet alimentaire territorial, les enjeux liés à l'accessibilité et je proposerai un petit zoom sur le fonctionnement de la case rurale. Donc, sur la présentation du PAT, les enjeux de départ. Donc, le projet alimentaire territorial, il a démarré chez nous en 2021, donc suite à un appel à projet national pour lequel on était directement retoqué par l'État puisqu'ils avaient argumenté que notre projet était trop ambitieux, alors que nous n'avions fait que la mise en avant des projets qui tournaient autour des questions alimentaires et agricoles du territoire. Donc, on a repositionné notre appel à notre projet au niveau local. Et donc, on était lauréat d'un projet baptisé « Nourrissons nos racines et cultivons nos liens ». Donc, c'est un projet qui a été mis en place au travers de 3 axes. D'abord, le premier axe était placer l'agriculture et l'alimentation au cœur du développement territorial, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude effectivement d'acteurs, comme le précisait Alice de Rhône, qui agissaient au niveau du territoire, mais qu'on n'en avait pas forcément une lisibilité et que la mise en cohérence des acteurs se faisait pas forcément. Donc, le deuxième axe, c'était favoriser une alimentation plus solidaire et plus respectueuse de l'environnement. Donc, on a beaucoup travaillé sur les actions d'éducation à l'alimentaire, sur les questions de nutrition santé également.
Et le troisième axe, il nous semblait essentiel, c'était faire la promotion des initiatives territoriales. On était justement parti d'une problématique à se dire qu'au niveau du territoire, on avait un certain nombre d'initiatives très positives qui étaient portées, sauf qu'on n'avait pas cette connaissance des acteurs et des outils. Et donc, comment faire pour pouvoir les valoriser. Donc, par la promotion des initiatives, on a beaucoup, en ce sens, travaillé sur la partie événementielle, sur les outils vidéo et notamment au travers du projet de Case Rurale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Depuis le 10 octobre, donc depuis une semaine, nous sommes passés au PAD 2, donc nous avons obtenu la reconnaissance de niveau 2. Au niveau de la Réunion, sur les 9 PAD, on est 2 communes à avoir obtenu donc, cette reconnaissance. Et donc, du coup, on va passer plus sur une phase d'opérationnalité du projet alimentaire territorial, même si sur la phase 1, on était à 30 voire 40% sur des actions très opérationnelles. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin, sachant que la phase 1 a été une phase de structuration du réseau, d'animation territoriale, et donc la phase 2, on passe véritablement sur la déclinaison d'un programme d'action très concret. Par ailleurs, donc le territoire est également lauréat de l'appel à projet Mieux manger pour tous, ce qui nous permettra de disposer de financement de façon spécifique sur l'axe précarité. Et depuis le début de l'année, le territoire de Trois-Bassins est également lauréat d'un dispositif national qui s'appelle Démonstrateur des transitions alimentaires et agricoles. Et là, au travers de ce dispositif, nous développons l'axe innovation autour de l'alimentation et de l'agriculture, avec un objectif de réplication du projet Case Rurale que porte une communauté de projet. Concernant la communauté de projet, effectivement, c'est ce qui fait la différence chez nous. Donc, on a dès le départ tenté d'impliquer au plus les parties prenantes. Et dès le départ, le projet, il a été, j'allais dire, porté par les acteurs. Donc, une vraie communauté que j'appellerais même de cœur s'est forgée, avec une véritable approche en bottom-up. Donc, un projet qui était la somme des actions portées par les partenaires. Chez nous, le portage en communauté de projet est quand même quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est une démarche qui est totalement inclusive, où chacun trouve sa place au départ, trouve sa place au cours du projet et trouve sa place dans cette organisation générale. Comment est-ce que ça s'est mis en place? Beaucoup au travers de la convergence des acteurs. On a mis en place des animations partenariales qu'on a baptisées par exemple les Jeudis Co, où sur une matinée, on mettait en lien des acteurs du projet qui au départ n'avaient pas forcément un projet de travailler ensemble. Et au travers d'une animation et d'un temps de partage et d'interconnaissance, on a pu développer une plus-value et donc porter de nouveaux projets et alimenter encore plus le projet alimentaire territorial. C'est une démarche inclusive également au niveau des habitants. Là, je peux vous citer l'exemple de la commission cacao, donc une commission alimentaire qui a été mise en place en lien avec la restauration collective pour pouvoir faire en sorte que les habitants, à la fois les parents d'élèves, les équipes éducatives, mais aussi les enfants, puissent être contributeurs des recettes qui sont proposées par la restauration collective. Donc voilà, on a été pendant ces 3 années à alimenter et à développer véritablement une démarche territoriale qui nous a permis de créer cette communauté de projet et de la faire vivre par des temps de rencontres très réguliers. Concernant les enjeux liés à l'accessibilité, je vais maintenant vous partager mon écran et je vais vous donner quelques exemples de projets portés dans le cadre du projet alimentaire territorial. Le premier projet qui a été porté notamment par le CCAS, ça a été une épicerie baptisée Montbertel, donc une épicerie qui a été lancée suite à un appel à projet de l'Andes, donc qui nous a permis justement de mettre en place cette épicerie. La collectivité a investi sur un local et le CCAS propose un projet qui, lui, est axé autour d'une prise en charge
à la fois individuelle et collective. Sur la partie épicerie, donc un projet porté par le CCAS avec, je disais, une double entrée et aussi un accompagnement individuel et collectif pour pouvoir accompagner les publics et notamment sur une démarche de parcours intégrant la notion de gestion budgétaire, mais pas que, donc avec des ateliers d'initiation autour de l'éducation budgétaire, la parentalité, la nutrition, donc une prise en charge globale permettant justement d'accompagner des cohortes de petite taille dans un premier temps, puisque l'idée de l'épicerie sociale, c'est de pouvoir accompagner des cohortes de 20 personnes et donc progressivement au niveau de l'épicerie sociale, monter en charge l'accompagnement. Ce projet d'épicerie sociale, aujourd'hui, il trouve une continuité puisque dans le cadre de la suite et la fin de la prise en charge par l'épicerie sociale, l'idée, c'est qu'on puisse mettre en place une caisse alimentaire et le territoire de Trois-Bassins se porte pilote sur la mise en place d'une caisse alimentaire locale, ce qui nous permettrait d'accompagner les bénéficiaires, donc dans un premier temps, au travers de l'épicerie sociale, au travers d'une offre très aidée par le biais d'une tarification privilégiée, mais avant de passer à l'économie classique, de passer par cette caisse alimentaire qui pourra venir contribuer aussi au budget alimentaire du ménage. Un deuxième exemple d'action en lien avec l'accessibilité, Raphaël, si tu peux passer sur la slide suivante. Voilà, donc c'est la mise en place des ateliers chantiers d'insertion. Aujourd'hui, au travers du projet alimentaire territorial, nous sommes venus soutenir des initiatives portées par des structures associatives et en l'occurrence sur cette ACI, c'est un ACI qui est baptisé ACI Bérose, donc porté par le pied à l'étrier, donc un ACI autour des techniques agroécologiques. Mais l'idée sur la partie accessibilité, c'est aussi d'accompagner les bénéficiaires de cette ACI, sachant que sur l'ACI, on a mis en place des paniers solidaires, puisque l'association est aussi labellisée Jardin de Cocagne. Donc, c'est une façon, au travers de la contribution sur les CDDI, d'apporter un complément de revenu, mais aussi de bénéficier de fruits et légumes en frais. Sur la slide suivante, s'il te plaît, Raphaël. Voilà, vous avez une mise en scène de l'espace de vie sociale. Donc, au niveau de la Réunion, la culture de la terre, enfin la pratique de la terre est quelque chose d'assez ancré chez nous. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des espaces pour que les habitants puissent disposer de jardins, d'espaces mis à disposition pour pouvoir à nouveau cultiver et contribuer à faire en sorte que le coût lié à l'alimentation soit réduit par la possibilité de cultiver soi-même ses fruits et légumes. Ce qui est intéressant sur la question des jardins, c'est que cette dimension, elle était mise en œuvre de façon très globale au niveau du territoire, donc, et notamment dans le cadre scolaire, puisqu'aujourd'hui, au niveau de Trois-Bassins, ce qui est aussi une innovation à mon sens, c'est que de la maternelle jusqu'au lycée, à Trois-Bassins, on a des jardins potagers dans les écoles. Et cette initiative est par ailleurs relayée, et là, vous avez une photo qui est du parc national de la Réunion, où en amont, dès qu'il y a une naissance qui est faite sur le territoire, à l'occasion d'une naissance, on a un arbre qui est planté dans le parc du parc national. Donc, j'allais dire, la pratique et la culture du potager est alimentée, j'allais dire, de la naissance jusqu'aux personnes âgées. Sur la slide suivante, s'il te plaît, Raphaël. Je vais vous parler, la création des marchés forains et des pâtes à terre. C'était une façon aussi, en termes d'accessibilité, de travailler la question de la proximité. Donc, dans le cadre du marché, du projet alimentaire territorial, on a pu mettre en place deux marchés de plein vent, un au niveau du littoral et un au niveau du centre-ville, pour pouvoir faciliter l'accès à une alimentation saine, durable et de qualité, et permettre aussi aux agriculteurs d'avoir des lieux d'écoulement facilités en proximité.
Sur la partie événementielle et notamment sur le Patater, c'est un événementiel qui est porté depuis le départ pour pouvoir mettre en place toute une animation autour de toutes les questions liées à l'alimentation et à l'agriculture, à savoir l'éducation à l'alimentation, la nutrition, le gaspillage alimentaire. C'est un événementiel aujourd'hui qui est récurrent, qui se met en place une fois, enfin pendant les périodes scolaires, donc toutes les 6 semaines environ. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, c'était pour vous préciser un petit peu, dans le cadre du projet alimentaire, quelles étaient les actions qu'on avait pu mettre en place pour pouvoir travailler cette question de l'accessibilité. Un 5e point que j'aurais pu présenter, c'est l'action qu'on mène avec l'équipe diète. Mais vous avez Magali Tarnus qui interviendra juste après moi et qui vous fera état de toute l'implication et de tout le déploiement d'actions qu'elle mène sur le territoire pour pouvoir travailler cette question d'éducation à l'alimentation en lien avec les problématiques très spécifiques du territoire réunionnais. Vu qu'on est un oui. peu, en retard, peut-être qu'on peut passer justement à la case rurale. Oui. Alors, au niveau de la case rurale, c'est donc en quoi cela consiste très précisément. La case rurale a 2 objectifs. C'est d'abord une animation territoriale. On l'a précisé dans le cadre du projet alimentaire territorial, c'était véritablement travailler la fédération des acteurs, mais c'est aussi un tiers-lieu nourricier, donc un espace de convergence des dynamiques. À qui s'adresse et avec qui on travaille. Donc, généralement, on a pour habitude de dire qu'on travaille avec les acteurs de la cadre Clélis, c'est-à-dire à la fois les institutions, le monde économique, les acteurs de la recherche et de la société civile. La case rurale, aujourd'hui, est entendue comme une innovation organisationnelle de par la multiplicité des acteurs et l'offre d'accompagnement qu'on propose sur le territoire. L'idée, la mission première de la case rurale, c'est véritablement d'accompagner les acteurs ruraux, un accompagnement individuel ou collectif qui permet de contribuer justement à cette transition rurale des territoires. Et pour exemple, là, on parle de Joseph et pour vous donner un petit peu concrètement ce qu'on peut y trouver. Au niveau de la case rurale, la plus-value, c'est véritablement de travailler sur une logique de parcours. Ça peut être Joseph, voilà, qui est agriculteur en devenir. Il toque à la case rurale, il dit « mais oui, moi, je suis au chômage, je ne sais pas trop quoi faire, mais j'aime bien cultiver mon jardin et je voudrais peut-être tenter l'aventure et devenir agriculteur. » Et bien peut-être que Joseph, pour préciser son projet professionnel, on va l'orienter vers la CIB Rose que je vous ai proposé, qui lui permettra pendant un temps de tester son activité, de voir et de le confirmer dans ce projet ou pas, et auquel cas de l'orienter vers d'autres dispositifs qui pourront être proposés dans le cadre de la case rurale. Maya, mère de famille, elle sait cuisiner, mais enfin, je ne sais pas toujours cuisiner des repas équilibrés avec mon budget. Peut-être qu'on va l'orienter vers l'épicerie sociale. Peut-être qu'au travers de l'épicerie sociale, elle pourra se mettre en relation avec d'autres partenaires comme l'équipe diète et faire en sorte que son parcours lui permette d'avoir une sensibilisation à l'éducation nutritionnelle et faire en sorte que ces repas puissent être équilibrés tout en étant accompagnés par exemple la CESF de l'épicerie sociale. Donc, l'idée véritablement, c'est que celui qui vient toquer à la case rurale puisse bénéficier d'un parcours du départ de son projet jusqu'à la réalisation de ses objectifs. De façon très spécifique, la case rurale, c'est un outil qui permet de mettre en lumière la plus-value que peut apporter un territoire qui est à la fois petit, puisque Trois-Bassins, c'est 6 900 habitants, mais par ailleurs, on est aussi contributeur à ces logiques nationales de transition alimentaire agricole. Donc, c'est aussi de se dire que quand on est territoire rural, on a des façons de faire qui sont aussi des façons, des plus-values dans le cadre des transitions
alimentaire. Quand on est petit territoire perdu au milieu de l'océan Indien, on porte aussi des initiatives intéressantes. Le fait qu'on soit une île nous met en avant nos spécificités. Cette spécificité nous permet de développer des innovations. C'est-à-dire souvent on fonctionne en système D et le caractère îlien nous permet aussi de développer ces innovations. Et notamment sur Case Rurale, le fait qu'on soit îlien, c'est aussi le fait qu'on ait des liens de solidarité extrêmement forts, que l'interconnaissance entre les personnes est facilitée de par la petitesse du territoire. Et quelque chose en termes de spécificité aussi qu'apporte la Case Rurale, c'est aussi cette dimension et ce positionnement en zone tropicale, notamment sur la partie agroécologie, voir comment est-ce qu'on peut apporter des adaptations sur ces volets-là, notamment sur l'expertise technique en lien avec l'agriculture tropicale. Et pour en finir, j'allais dire ce qui peut être transposable dans le cadre du projet Case Rurale, c'est véritablement ce fonctionnement en communauté de projet. Moi, c'est ce que je retiens. On a créé, au-delà du projet en lui-même, c'est une véritable aventure humaine. Et la communauté de projet, je disais, c'était une communauté de cœur et elle se nourrit d'événements, d'émotions, de temps de rencontres où on a des moments extrêmement forts. C'est aussi lié à une technique d'animation que moi j'appelle décalée, puisqu'on travaille beaucoup l'idée de la collaboration, de la coopération, mais on va faire des copiles, par exemple des copiles animés, des copiles chantés, des copiles théâtraux, ce qui fait que la communauté de projet, elle se solidifie par aussi l'appartenance au groupe et aux souvenirs co-construits. Donc, on a fait des animations, par exemple, dans des placards pour montrer justement les limites de la coopération. On a fait des animations autour de la création de la plus haute tour avec des pattes. Donc, l'idée, c'était d'imaginer comment coopérer pour pouvoir arriver à un objectif commun. Donc, on apporte une animation qui est assez décalée et aussi des techniques, notamment sur le design de services, qui nous permet aussi d'éclairer la complexité du dispositif. Donc, je disais un écosystème riche avec un ensemble d'acteurs, une multiplicité d'acteurs. Et pour pouvoir rendre le projet Case Rurale accessible, il faut aussi une pédagogie, une façon de dire et de faire comprendre quelle est l'utilité de la Case Rurale et quel est son objectif au plus grand nombre. Et c'est aussi l'objectif, le design qui nous permet de pouvoir faire ces éléments-là. Et une dernière chose qui, à mon sens, réplicable, c'est cette notion d'innovation organisationnelle qui intègre la notion de parcours et donc d'un accompagnement pas à pas des bénéficiaires. Donc, voilà, je pense en rester là sur le projet alimentaire territorial dans le cadre de ma présentation de la Case Rurale. Si vous avez des Merci questions. beaucoup. Ouais, je vois qu'il y a quelques mains levées. Amalia, qui a également levé la main. Oui, j'aurais 2 questions. Du coup, moi, j'habite à La Réunion aussi. Et j'aurais aimé savoir, en fait, mais pas seulement pour La Réunion, parce que quels étaient les outils, en fait, d'évaluation des actions. Alors, pour Solinum, ça me paraissait évident parce que les comptages, les statistiques se font par elles-mêmes via le numérique. Hein. Mais du coup, peut-être que je vais mettre la caméra. Oui, bonjour. Donc, du coup, en fait, sinon, pour ce qui est, par exemple, des actions au niveau du 3 bassins, on est sur des actions sociales, il y a les ACI aussi. Et est-ce qu'il y a des données qui vont être chiffrées au-delà de on a fait tant de kilos tant de mise en relation, etc. Mais peut-être d'autres moyens d'évaluer vraiment sur le terrain. Et la deuxième question, il s'agit effectivement, l'enjeu de maintenir les agriculteurs à La Réunion est énorme parce qu'il y a beaucoup de petites exploitations. Et du coup, il y a la coopérative, par exemple, Vivea, d'autres coopératives sont en fait face à la concurrence de l'importation, puisqu'il n'y a que 1% de ce qui est... quand même, en fait, on ne consomme que ce qui est consommé correspond qu'à 1% de ce qui est produit localement. Et il y a un écart de prix entre ce qui est importé, qui est moins cher, par rapport à ce qui est produit sur place. Donc, du coup, il y a une volonté, de mettre des marchés en place. Alors, j'avoue, je ne suis pas allée à la chaloupe à côté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, je sais que, en tout cas, les marchés que je ferai au forain que je fréquente sont souvent élevés en prix, peut-être un peu moins cher. Donc, du coup, comment faire aussi pour rendre viables les pâtes par rapport au prix, par exemple. Voilà.
Alors, peut-être sur la première question sur l'évaluation et notamment les impacts. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, on s'est fait accompagner par Cialinov, donc l'Institut agronomique de Montpellier, dès le départ de la démarche, en formant les contributeurs aux pattes à la démarche d'évaluation et de la mesure de l'impact, pour lesquels on a des restitutions, une restitution qui sera programmée très prochainement, à laquelle, bien évidemment, je vous invite à participer. On a souhaité, nous, aller au-delà de l'évaluation classique institutionnelle demandée par les financeurs, justement, pour pouvoir objectiver la démarche, qui est compliquée à mettre en place, bien évidemment. On est aussi j'allais dire un peu territoire pilote en la matière, sachant que dans le cadre de la plus-value portée par Cialinov, on sait qu'on est contributeur, mais le poids de la contribution est difficile à évaluer. Donc, en tout état de cause, l'objectivation de la démarche a été mis en lumière par Cialinov, et les résultats vont très bientôt très bientôt être diffusés. Voilà, ce qu'il en ressort principalement, c'est véritablement un projet alimentaire territorial qui est très axé autour de la dynamique partenariale, donc avec une véritable structuration du réseau. Très concrètement, chez nous, on a effectivement 86 exploitations agricoles, mais peu d'exploitations en lien en maraîchage, par exemple. On est très orienté canne à sucre et élevage, et ce qui est compliqué à mettre en place, notamment sur le volet agriculture. Et pour répondre à votre deuxième question, c'est véritablement l'adéquation entre l'offre et la demande, et l'orientation des petites exploitations justement vers notamment les dispositifs qu'on met en place et les marchés de plein vent. Par contre, on accompagne au mieux, donc autant que faire se peut, les problématiques des petits exploitants, en prenant en considération justement la petitesse des exploitations. Aujourd'hui, on est environ sur des exploitations sur entre 500 et 2000 mètres carrés. Et dans le cadre du projet Mieux manger pour tous, ce qui est aussi très important, c'est qu'on va soutenir les agriculteurs qui eux-mêmes sont en précarité. Donc, on a cette démarche d'accompagner notamment par le développement d'animation chez les agriculteurs, par le développement de l'agritourisme, des petites actions qui permettent de contribuer justement à faire en sorte que le revenu moyen des exploitations puisse s'améliorer. Il y avait une dernière question pour savoir comment s'inscrire, enfin s'il allait y avoir une présentation de l'étude d'impact Cialinov, et s'il y avait une possibilité de s'inscrire. Oui. Eh bien, peut-être on passera par un lien à transmettre aux participants, peut-être Raphaël, si c'est possible. Effectivement, alors juste une petite précision également sur le projet Case Rural, on s'inscrit véritablement dans une logique de démonstration de territoire et donc d'accélération de la transition alimentaire et agricole. Ça veut dire, au plus, on a cet objectif de diffuser nos pratiques, de les objectiver dans un premier temps, parce que l'idée, c'est pas que de faire, c'est de savoir comment on a fait pour pouvoir dire justement comment on a fait. Donc, la méthodologie aujourd'hui, notamment sur le DTA qui va démarrer et on va rentrer en phase de maturation, ce sera aussi un des objectifs d'objectiver notre démarche pour pouvoir ensuite amener une réplication. Merci beaucoup, Claudine. Et puis, je vous propose de faire la passation avec Magali, si vous êtes là. Alors, on a une dernière. Bonjour. Comment les animations événements chez les... Ah oui, non, pardon, on avait juste deux questions. Une qui me semblait intéressante sur la notion de design, et juste si vous pouviez préciser qu'est-ce qu'on entend par design dans le cadre de la case rurale. Alors, de façon très... Ouais. Oui. Pardon, sur la question du design, de façon très spécifique, quand on a lancé le projet alimentaire territorial à Trois-Bassins, contrairement aux autres projets alimentaires territoriaux, on n'a pas fait le choix d'embaucher un animateur territorial. Moi, j'ai pris la responsabilité de la coordination de l'animation générale et on a fait appel à deux profils spécifiques, un agronome et une personne spécialisée dans le design de service. Et la combinaison des deux a permis justement d'avoir, la combinaison des trois, puisqu'au niveau de l'animation territoriale, on était trois,
d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et le design de service, ça nous a permis d'éclairer la démarche par des méthodes de pédagogique, de simplification de la compréhension de l'écosystème et de rendre accessible justement cet écosystème et ce fonctionnement-là à l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui, le projet alimentaire territorial, ça vient en chapeau du dispositif Case Rurale, des actions de mieux manger pour tous et du démonstrateur des transitions alimentaires. Ça veut dire on est sur une quarantaine d'actions, des acteurs très nombreux. Donc, le design permet d'éclairer la démarche, de rendre lisible ce qui est opéré sur le territoire voilà, à tous les partenaires et faire en sorte que la vision elle soit partagée et que chacun ait cette vision globale. Magali Tarnus, diététicienne nutritionniste à La Réunion, et je suis présidente de l'association L'équipe Diète et qui fait la promotion de la santé auprès de la population réunionnaise. On mène des projets de sensibilisation, prévention, dépistage, éducation nutritionnelle et au moyen de prestations de services pour différents acteurs, aussi avec les associations, collectivités, les PAT bien sûr, entreprises, etc. Et voilà, notre socle d'intervention, vraiment ce qui est important, notre champ d'intervention, c'est vraiment la culture, l'environnement, la société réunionnaise. Et pour nous, il est essentiel de promouvoir la connaissance et la compréhension des habitudes de vie en matière de santé et de bien-être. On en a beaucoup parlé à La Réunion, il y a une prévalence importante en diabète, obésité, bien sûr hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie rénale malheureusement. Et nous, on travaille sur les déterminants de santé que sont l'alimentation ultra transformée, les évolutions des modes de consommation, l'évolution rapide des modes de consommation, la sédentarité, l'environnement pollué, le contexte social. Et c'est en travaillant sur ces déterminants de santé qu'on aura une chance d'améliorer la qualité de vie de la population. Donc voilà en quoi on croit. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? J'aime beaucoup dire qu'on donne l'information, mais aussi la compréhension de l'alimentation. Et on a une approche où vraiment on part des pratiques des gens et pas ce que nous, on aimerait qu'ils fassent. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que très souvent, on a envie qu'ils aillent vers vers un sens qui n'est pas forcément là où eux, ils veulent aller. Et ça, dans l'alimentation, quand vous avez compris ça, ça marche beaucoup mieux. Et c'est comme ça, donc c'est une des questions que Raphaël, tu m'avais posées, c'est comment on travaille avec la population précaire, hein. Et ben, comme avec toutes les populations, toutes CSP confondues, c'est vraiment ce que nous, on appelle dans notre jargon l'éducation thérapeutique du patient, et on part vraiment des pratiques de chacun et pour l'emmener avec lui là où il veut aller et sur son alimentation. Et un des gros, le principal sens où on va, c'est vraiment valoriser l'image des fruits et légumes. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les PAT. Ça me paraît tellement évident de travailler avec eux sur toutes ces questions-là. Au niveau public, on touche tous les publics et on a beaucoup de chance à Trois-Bassins parce qu'ils nous ont fait un peu de place et ils ont été facilitateurs pour nous. On est avec les enfants maternels et leurs parents, les primaires, les collèges, bientôt au lycée, les seniors, les salariés. Parce qu'à Trois-Bassins, ils font ça bien. Ils ont d'abord fait les salariés de la collectivité, les enseignants, les ATSEM, personnel de cantine. Donc, on couvre tout et pas qu'à Trois-Bassins. On a la chance de travailler pour plusieurs pattes de la Réunion. Voilà, donc j'avais envie d'échanger ça avec vous, de parler que notre approche de l'alimentation est sans injonction et ça, c'est très important. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment beaucoup notre façon de faire en tant que professionnels de santé. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Parce que je suis un petit peu… je voulais faire vite pour regagner du temps. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Nous, travailler avec Trois-Bassins, en tout cas la case rurale et leur façon de faire, nous a vraiment facilité puisque le lien avec la population était déjà fait. Donc, c'est vrai que quand on est arrivé, souvent,
professionnels de santé, c'est un petit peu: «Tiens, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé». On n'a pas forcément envie d'écouter, un discours tout fait et cetera et c'est vrai qu'on a eu tout de suite la confiance des gens. Donc c'est vrai que ça a été facilitateur, et vraiment on a pu, aller déjà sur des questions. Vous voyez, l'alimentation, c'est très culturel et du coup, quand on essaye de faire, l'alimentation santé, ça touche à des choses très profondes et du coup, il faut beaucoup de confiance. Il faut que la population soit ouverte avec un cœur, ouvert pour laisser entrer, ben, la plante, la petite graine que vous avez envie de planter. Donc voilà, on a de la chance de planter environ à La Réunion, entre 20 et 25 000 graines par an. On a la chance, de rencontrer ce public-là et je pense que le travail avec les PAT de Lille devrait grandir et nous, avec notre expertise en nutrition et notre savoir, faire avec la population et vous avec tous, enfin et tous les autres acteurs, qui tournent autour du PAT. Voilà ce que j'avais envie d'un petit peu échanger. Je ne sais pas si vous avez envie d'entendre plus, Raphaël? Peut-être, Magali, vous pourriez, nous repréciser un peu, pour vous le lien, à faire avec, la case rurale. Ensemble, on échangeait aussi sur, l'importance de la transversalité, aussi de l'accessibilité à l'alimentation et donc le fait que la santé, c'était, enfin l'accès, nutrition santé, c'était un, pilier essentiel mais qui devait s'accompagner aussi d'un ensemble d'autres actions. Comment est-ce que vous, sur votre territoire, vous collaborez avec, d'autres partenaires et notamment dans le cadre de la case rurale? Et ben, c'est super comme question. En fait, c'est eux, comme ils ont l'expertise de leur territoire, qui, nous disent comment rendre dynamique et comment intervenir, sur leur territoire. Donc tous nos actions ont été, créées et refondées pour leur spécificité, grâce à leurs connaissances et à leurs actions déjà mises en place puisque, on ne va pas recréer les choses qui existent déjà et donc on se colle à ce qui existe, et grâce à eux, ils sont facilitateurs, pour nous, Peut mise à disposition de peut-être la population. Peut-être Magali donner un exemple, notamment sur l'intervention que vous avez pu faire au Super U, et dire juste que nous, dans le cadre de la démarche, on a intégré la grande surface qui est, enfin la seule grande surface du centre-bourg dans la démarche. Et une des animations de l'équipe Diète s'est faite sur le parking du Super U. Donc Super U a ouvert ses portes pour pouvoir accueillir l'équipe Diète, sachant que le Super U concentre un flux de public et sur une journée, je crois que vous avez fait 120 à 140 personnes touchées ce jour-là. Donc, ça veut dire que nous, on identifie en amont les moments clés, les animations territoriales qui sont portées par l'ensemble des services ou des associations locales et qu'on place l'équipe Diète à ce moment-là pour essayer de toucher un maximum de monde. On l'a fait lors du Forum des associations, on l'a fait lors d'animations. Là, par exemple, on accueille au sein du pôle culturel des animations pendant les vacances. Donc, stratégiquement, on porte l'action de l'équipe Diète sur ces temps qu'on estime, nous, bénéficier d'une plus-value en termes de public. Ouais, là où la population est disponible. En effet, on avait fait 140 dépistages diabète et puis on a un parcours, nous aussi, on appelle ça le parcours, diète et en fait, on commence par un dépistage diabète, après de l'éducation nutritionnelle et pour attirer les gens, on fait souvent de la dégustation, de fruits et de légumes, donc toujours dans l'idée de valoriser l'image des fruits et légumes. On fait des petites choses, ce que moi j'appelle brancher, des pancakes, des smoothies, des choses où, c'est un peu fun de manger et pour un peu redorer, pour ceux qui ont du mal à déjà manger des fruits et des légumes et donc on l'a fait au Super U, bien sûr et puis là, on a ce projet dans les collèges où en fait on forme les enfants, par exemple les 6e, hein, à être ambassadeurs nutrition. Toute l'année, on les accompagne sur des ateliers, des jeux bien sûr et de l'apprentissage, mais aussi sur, des ateliers culinaires
Et on leur apprend à vraiment prendre en compte et à faire le lien entre, le champ et la terre et l'assiette plutôt. Et ces ambassadeurs-là vont, faire de la formation à leurs pairs avec des outils qu'on fabrique ensemble, qu'on crée et mais donc au collège, hein, pour la journée du cross, pour les petits déjeuners, des plus petits et cetera. Mais aussi, pour les seniors et là ça devient, intergénérationnel, où on fait la valorisation de, ce que les seniors faisaient avant et la comparaison avec ce que les enfants mangent aujourd'hui. Donc ces ambassadeurs-là deviennent des acteurs de santé et je trouve que c'est très intéressant. Oh, c'est vrai, j'avais mis des images et on a de la chance, voilà. Donc ils ont avec de la dégustation, des jeux qu'ils ont eux-mêmes créés et donc voilà, ça c'est nos petits ambassadeurs, nutrition que vous voyez. Et peut-être, Magali, pour, terminer là-dessus, on a beaucoup, parlé, notamment avec Claudine de la complémentarité entre aller vers et faire avec. Le fait d'engager, ces enfants, directement dans la démarche et de les placer au cœur, de l'action, quels sont peut-être les premiers résultats ou les effets ou en tout cas, qu'est-ce qui vous motive à maintenir cette action et à la renforcer au fil, du temps? Ben, alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de parler de la culture positive de l'alimentation, puisque si vous regardez bien les jeunes, je suppose que c'est la même chose, en métropole. Enfin, c'est beaucoup de fast-food et cetera, majoritairement des boissons sucrées. Donc là, la dernière étude en date vient, mettre en lumière le problème des boissons sucrées à La Réunion, chez les 12-25 ans et c'est vrai que, je trouve que ces ambassadeurs, d'abord, eux-mêmes sont touchés par, une alimentation, en fait, qui leur va très bien puisqu'on a su aussi faire, des petites choses branchées et se dire: «Ah bah, en fait, c'est bon» et cetera, sur des trucs qui prennent plus vraiment le temps et donc ça a bien fédéré et puis derrière ça, il y a bien sûr la construction du soi, il y a la dynamique, pour la collectivité et voilà, je pense à quoi d'autre? On sensibilise bien sûr à l'impact environnemental, hein, par rapport à l'alimentation et finalement, c'est chouette de voir ces enfants qui sont dans des compétences un peu de leadership, à former les pairs, à se sentir responsabilisés. On a des enfants qui étaient un petit peu en rupture, par rapport à l'école, donc c'était chouette, de les voir comme ça et là, on a hâte, ça va commencer bientôt avec 3 bassins et je suis pressée de voir, ce que ça donne. Merci beaucoup, Magali et peut-être, là, on a une question, qui fait écho à, un des éléments que vous mentionnez sur la précarité des agriculteurs. Hem, enfin, donc, peut-être en réponse, conjointe avec, Claudine. C'était comment les différentes animations et événements, que vous pouvez, mener, soit au travers de la case rurale, soit même, vous, l'équipe Diète, auprès, avec, les agriculteurs, bon, facilite in fine, l'amélioration de leurs revenus. Alors, bon, je ne sais pas si vous pouvez, heu, affirmer qu'aujourd'hui les actions que vous portez aient, un impact, direct sur, les revenus des agriculteurs. Mais, peut-être, préciser, rapidement, les actions que vous réalisez directement avec, les agriculteurs, au travers de vos 2 structures. Il me semblait, Magali, que vous aviez dit que vous faisiez des actions directement avec, les agriculteurs, non? Ouais, ouais, ouais. Donc, avec les agriculteurs, on fait un projet qui s'appelle, «De la terre à l'assiette» et je pense que tout ça, va renvoyer les gens à nouveau au marché forain. On voit beaucoup de gens au marché forain, mais en tout cas, si on sait mieux transformer, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté que beaucoup de gens ont, c'est de transformer. On parlait, quand on a fait nos rencontres, il y a pas si longtemps, c'est, même si tu donnes un panier aux gens, un panier de légumes, il y en a beaucoup, ne sauraient pas quoi en faire. Je parle, pour beaucoup de jeunes, hein, jeunes, moins de 30 ans, je considère déjà jeunes et en fait, c'est plutôt de l'accompagnement vraiment, de l'apprentissage sur la transformation, tout ça, ça compte et voilà, Claudine, si tu veux m'aider à répondre, il faut que tu remettes ton micro.
Oui, donc du coup, pour donner un exemple lié à la plus-value en termes de revenus chez les agriculteurs, on est en mode test également. Là, on a développé un projet partenarial avec l'Office de tourisme intercommunal. On a co-construit un nouveau produit pour mettre en lumière justement les initiatives qui sont portées au niveau du territoire. Et pour donner un exemple très concret, je parlais de l'ACIB Rose tout à l'heure. Qui a sa reconnaissance en tant qu'exploitant agricole, aujourd'hui accueille une fois par mois des groupes qui sont orientés par l'office intercommunal pour pouvoir mettre en place une découverte du jardin, des techniques agroécologiques et bénéficier d'un accueil autour de la confection d'un repas à partir des produits de l'exploitation. Ça, c'en est un exemple. J'ai l'exemple également de Marie, qui est une ferme pédagogique. Et donc, pareil, l'Office de tourisme aujourd'hui, c'est devenu un partenaire de l'Office de tourisme. Et donc, il y a du public qui va en découverte d'exploitation. Et l'idée, c'est de pouvoir structurer et faire en sorte qu'il y ait une plus-value qui soit amenée sur l'activité. Je parle par exemple de Wendy, qui est agriculteur et qui est contributeur à la case rurale aujourd'hui. Il porte un projet au travers d'une nouvelle association qui s'appelle l'Attraction Animale, et donc il veut mettre en lumière les nouvelles techniques, les techniques low-tech pour pouvoir développer une agriculture plus résiliente. Et donc, du coup, comment faire pour que cette technicité, ce projet devienne aussi un produit touristique? Comment on fait pour l'accompagner au-delà de son activité première d'agriculteur? Comment on développe une activité secondaire qui peut être axée autour de l'agritourisme? Merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose, vu que le temps file, de laisser la place à notre dernière intervenante. Je m'appelle Lilou Cosny, je suis chargée de mission à l'ANSA, l'Agence nouvelle des solidarités actives. Contrairement à notre nom, on est bien une association de lutte contre la pauvreté. On a été créé en 2006 pour expérimenter le RSA. Donc aujourd'hui, on accompagne des structures qui luttent contre la pauvreté dans soit l'élaboration, la mise en œuvre ou l'évaluation de leurs actions ou de leurs politiques. Donc nous, notre but, ça va être d'agir sur les causes, mais aussi de prévenir les conséquences de la pauvreté. Et donc le sujet de la précarité alimentaire, évidemment, il en fait intégralement partie. Raphaël, si tu veux bien passer. Super. Donc on est une petite équipe à travailler sur le sujet de la lutte contre la précarité alimentaire. On agit par différents leviers qui peuvent aussi concerner les PAT. Notamment, on fait beaucoup de diagnostics territoriaux. On en a fait au niveau régional, par exemple en Île-de-France avec le CREDOC, au niveau départemental aussi en ce moment avec le Rhône, par exemple. On a de plus en plus de PAT aussi qui viennent vers nous pour nous solliciter sur des diagnostics de précarité alimentaire sur leur territoire. Généralement, c'est plutôt une première étape pour aller appuyer des recommandations pour les plans d'action des PAT sur l'axe justice sociale et potentiellement accompagner à terme vers des candidatures de niveau 2. On fait aussi des actions plutôt d'appui à la coordination des acteurs, d'animation de réseau. Donc là, on va vraiment avoir plutôt un rôle de tiers où notre but, ça va être de rassembler autour de la table des acteurs différents qui n'ont pas forcément le temps de se parler, qui agissent sur des champs différents, de l'action sociale, de l'hébergement, de l'alimentation, des PAT. Donc là, le but, c'est d'arriver et de créer un petit peu des dynamiques sur le long terme sur le territoire. On fait aussi des évaluations ciblées ou des observations. Par exemple, en ce moment, on va commencer à travailler avec la ville de Paris pour faire des évaluations embarquées de 6 expérimentations pour une alimentation durable sur la ville de Paris. Donc ça, on accompagne des projets et on les évalue au fil du temps, notamment des projets de caisse alimentaire commune. Je me permets de le dire vu qu'on en a un petit peu parlé pendant ce webinaire. Et enfin, on a des actions de formation. On a un organisme certifié Calliope. On a une formation-action qui est destinée spécifiquement au PAT sur la participation au sein des PAT. Donc, le but, c'est d'associer les habitants en situation de précarité à l'élaboration des PAT. Et on a aussi une formation-action qui s'appelle Alimactive et dont je vais vous parler un petit peu plus ensuite. Merci Raphaël. Peut-être d'abord les enjeux pour les PAT, notamment qui développent
leur axe justice sociale, ça va être à la fois d'évaluer l'accessibilité à l'alimentation pour tous et de caractériser la précarité alimentaire. Donc d'abord, peut-être pour faire un petit peu de rappel, c'est d'abord comprendre la précarité alimentaire, qui est bien une seule dimension de la précarité en tant que situation globale, et la lutte contre la précarité alimentaire. Peut-être pour rappel, c'est vraiment une notion qui est spécifique aujourd'hui au droit français, qui est définie dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, qui dit que la lutte contre la précarité, elle vise à favoriser l'accès à une alimentation qui est sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante pour les personnes en situation de vulnérabilité à la fois économique ou sociale. Là, le point qui est important un peu à avoir en tête, c'est que la lutte contre la précarité alimentaire, elle va bien au-delà de l'aide d'urgence ou de l'aide alimentaire, même si c'est ce qui est le plus visible encore ou le plus connu aujourd'hui. L'autre point, ça va être de faire des diagnostics un peu préalables sur son territoire, dans l'objectif de caractériser à la fois l'offre, les besoins sur son territoire PAT et évaluer surtout l'adéquation entre cette offre et ce besoin. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que pareil, ça répond pas mal à l'intervention de Solinum juste avant. Raphaël, si tu peux aller sur la suite. Merci beaucoup. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'évaluer à la fois l'accessibilité d'alimentation sur son territoire et caractériser la précarité, c'est vraiment la première étape pour élaborer ensuite des stratégies de lutte contre la précarité alimentaire qui peuvent être activées via différents leviers. Comme je disais, ce n'est pas que l'aide alimentaire, mais il peut y avoir différents leviers d'action pour mettre en place ces stratégies. Donc, on va avoir d'abord des actions pour augmenter le budget global des ménages. Ça va être agir sur le revenu des personnes, mais aussi sur le budget d'alimentation ou de l'aide alimentaire. Donc, proposer des aliments moins chers, des colis, des paniers ou des aides via des chèques alimentaires, par exemple. On va avoir des actions pour agir sur l'offre alimentaire. Donc là où le but, ça va être de rendre plus accessible une alimentation de qualité à toutes et tous. Donc ouvrir des restaurants sociaux, des cantines populaires, développer des actions d'achat groupé, d'épicerie, des AMAP sur le territoire. Et enfin, on va avoir des actions plutôt sur le comportement, donc développer l'éducation au goût, l'autoproduction, apprendre à cuisiner des aliments moins chers, mieux gérer son budget, jardiner, toujours en partant vraiment des besoins des personnes. Pareil, je ne vais pas aller plus loin parce que la dernière intervention, je trouve, était extrêmement parlante à ce niveau-là. Merci Raphaël. Donc nous, c'est justement pour donner des outils aux acteurs pour développer au mieux ces stratégies de lutte contre la précarité alimentaire qu'on a développé la formation Alimactive. Peut-être juste pour un petit rappel historique, nous, c'est un projet un peu de long terme. Aujourd'hui, on a fait 3 sessions de formation en Île-de-France entre 2020 et 2024. On a formé 20 territoires aujourd'hui à ce jour. Il y a une prochaine session de formation qui va avoir lieu en 2025-2026. Entre-temps, on a aussi formé d'autres territoires. Donc, on a eu 2 promotions formées dans le Var, dont pour la première fois des PAT, ce qui était hyper intéressant. Et on va bientôt déployer Alimactive en Occitanie aujourd'hui, en lien avec la chaire UNESCO. L'objectif principal de cette formation aujourd'hui, ça va être d'amener les participants à vraiment conduire une instance de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire à leur échelle locale, pour qu'après la formation, les participants ils soient capables à la fois de réunir tous les acteurs qui sont pertinents dans la lutte contre la précarité alimentaire sur leur territoire, animer cette instance de coordination en adoptant ce qu'on appelle une posture de coordinateur facilitatrice, et puis aussi rassembler, synthétiser, diffuser les informations qui vont être utiles aux acteurs sur son territoire au niveau local. Raphaël, si tu peux aller sur la suite. Je ne vais pas vous décrire dans le détail comment fonctionne la formation, mais peut-être juste un point important sur les publics qu'on cible. À chaque fois, on cible des binômes d'acteurs par territoire pour vraiment viser la transversalité et prendre en compte les différentes à la fois dimensions de la lutte contre la précarité alimentaire et les différents rôles que vont avoir tous les acteurs dans ces stratégies. Donc à chaque fois, on va avoir dans la formation un binôme d'acteurs, un acteur institutionnel qui peut être un PAT et un acteur associatif qui vont être formés ensemble. Et le but après, c'est qu'ils reviennent sur leur territoire et qu'ils montent ensemble cette instance de coordination et qu'ils l'animent à chaque fois en binôme.
Ce dont on voulait vous parler un petit peu plus spécifiquement, Raphaël, si jamais tu veux passer sur la suite, c'était de notre boîte à outils. Et en fait, ce qui est vraiment ressorti de la formation aujourd'hui, donc c'est une boîte à outils qu'on a créée suite à la formation autour de 6 étapes que vous voyez là sur le schéma pour comment coordonner localement la lutte contre la précarité alimentaire. On l'a créé à partir de l'apport de co-intervenants, des participants à cette formation. C'est vraiment une boîte à outils qui est hyper riche aujourd'hui, qui rassemble une 60aine de documents, qui est complètement accessible, gratuite. Je vous enverrai les liens juste après. Donc, juste pour vous présenter un peu ce qu'on y trouve, si on peut passer à la suite, on va avoir différents types de documents. À la fois, on va avoir d'abord donc des fiches synthèses qui vont dresser un peu un état de l'art des enjeux et un ensemble de bonnes pratiques sur des sujets de précarité alimentaire. On a des fiches pratiques qui là vont vous guider de manière un petit peu plus opérationnelle sur un sujet ou une action que vous souhaitez mettre en place. On va avoir des outils qui là vont être vraiment directement utilisables et transposables. Et enfin, des annexes qui vont être plus des exemples d'outils, des exemples de diagnostics ou d'études qui sont réalisés par des partenaires. Peut-être pour que ce soit plus concret, je vais vous présenter rapidement un exemple par type de document. Ouais, super. Donc, par exemple, pour les fiches synthèse, ça va être vraiment des travaux de fond. Donc, on a réuni des écrits scientifiques, vulgarisé des concepts comme sur la précarité alimentaire. Donc là, par exemple, on a fait une fiche synthèse sur qui est une revue de littérature, en fait, sur la lutte contre la précarité alimentaire. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Ensuite, sur les fiches pratiques, on va avoir par exemple des fiches sur comment réaliser un diagnostic local de la précarité alimentaire en 5 étapes. On a une autre fiche, Raphaël, si tu peux passer ensuite, là qui va être sur la question de la logistique. Donc là, ça va être concrètement, je suis animateur d'une ma coordination, j'ai une réunion avec les acteurs sur la question des approvisionnements et de la logistique. C'est quoi les plans clés à aborder pendant cette réunion avec les associations de mon territoire? Sur les outils, ça va être beaucoup plus concret et transposable. Enfin, vraiment, vous pouvez les utiliser comme tels. Par exemple, ici, on a un guide d'entretien exploratoire. Voilà, je fais mon diagnostic de territoire. Je dois rencontrer les personnels des CCAS par téléphone ou en présentiel. On a là une trame d'entretien qui est déjà faite. On a aussi des documents Excel pour ensuite traiter les informations de votre entretien. Donc voilà, vraiment des outils directement transposables. Et puis ensuite, sur les annexes, on va avoir là plutôt des exemples d'études d'autres partenaires. Donc, par exemple, on peut retrouver des présentations de volets sociaux de différents PAT. Là, j'ai mis l'exemple du PAT bordelais, mais il y en a d'autres. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je me suis sentie aller un peu vite, mais je vois qu'il est déjà 15 heures. Je vais vous envoyer juste après le lien de la boîte à outils. En tout cas, on pense que c'est vraiment un outil qui vous serait utile en tant que chargé de mission PAT pour développer cette approche justice sociale et avoir vraiment du concret, parce que des fois, c'est difficile de savoir par où commencer. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des intervenantes, désolée pour la non-mixité, d'avoir été là et d'avoir voilà, de vous être adaptées sur l'organisation. Je pense que dans les points clés qu'on peut retenir, c'est l'importance de penser l'accessibilité à l'alimentation vraiment au travers de l'ensemble de ces dimensions, qui invite à penser plus largement nos politiques publiques et à intégrer de la transversalité. On retient aussi des échanges de Claudine et de Magali, l'importance de faire avec, notamment au travers des mobilisations de l'ensemble des parties prenantes, avec des dispositifs qui se veulent transversales et avec de la concertation assez poussée, comme Claudine, vous nous l'avez expliqué. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous référer à l'ensemble des outils, soit qu'on a cités pendant cette formation. Il y aura aussi un compte-rendu qui vous sera partagé, il me semble, le replay du webinaire, notre boîte à outils sur France Pat. Et puis, on se retrouve à 15h30 pour ceux qui le souhaitent, pour le dernier webinaire de cette journée sur le changement des pratiques agricoles.
Je m'en arrête là pour aujourd'hui et puis on revient vers vous par mail pour l'ensemble des informations complémentaires. Merci à tous.